j'ai lu quelque part que toi, à l'école, tu étais plutôt dans le scénario que réalisation, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait pendant 4 ans, j'étais à la FEMIS et j'étais en section département scénario. Et d'ailleurs, on n'est pas censé faire un film quand on est en scénario parce que chaque année, on écrit un long métrage. Donc, Mm. enfin, on essaye d'écrire un long métrage. Donc, c'est ça notre diplôme, c'est un projet de long Mhm. métrage en scénario. Et c'est un étudiant en production qui, lui, devait produire un film qui m'a proposé de réaliser son film de fin d'études. Voilà. Ok, parce que sinon, en principe, c'est pas c'était pas au départ ton métier, mais disons que pour un premier film, avec ce prix à Toronto, et même avant, le film avait déjà été, disons, labellisé Cannes Mm. dans la section parallèle de la semaine de la critique. Donc, c'est déjà une grosse marque de reconnaissance pour toi comme réalisatrice, même si d'abord, c'était pas ton sujet préférentiel, disons, parce que comme tu viens du scénario et aussi d'une activité comme DJ techno, non? Que tu as fait d'abord toutes ces études de cinéma. Tu étais avant dans le monde du DJ et du techno. Donc, Oui, on peut c'est dire vrai. que c'est très bien parti pour un premier film. Et voilà, maintenant, tu deviendras, bien sûr, j'imagine, une réalisatrice vraiment. Ça fait partie de tes plans. Après le Euh, succès apparent du début de ce film, quoi. Bah oui, enfin non, c'est super. C'était pas, enfin, on s'y attendait pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, je m'y attendais pas du tout. Le film, on l'a fait un peu comme un film, un film un peu intime, en famille. On était vraiment, enfin, toute l'équipe, c'était des amis ou des amis d'amis. On s'attendait pas forcément à ce que ça ait enfin, à ce que le film ait ce parcours-là. Donc, c'est super. Et c'est vrai que parallèlement à la réalisation d'Austin, enfin, du coup, on a tourné l'année dernière. J'avais commencé à écrire les scénarios de long métrage que j'ai écrits pendant mes études. Euh, c'est sur un de ces scénarios que j'ai rencontré les producteurs qui ont produit Dustin et l'idée c'était qu'on en fasse un film quoi. Et c'est un projet qu'on développe du coup ensemble maintenant et c'est vrai que si on avait encore un peu des doutes, si on pouvait avoir des doutes, enfin c'est plutôt moi si je pouvais avoir des doutes sur le fait que j'avais envie de réaliser, c'est sûr que ce film les a tous éloignés quoi et que j'ai vraiment envie de renouveler de l'expérience et de le faire sur un format plus long pour pouvoir m'exprimer davantage, etc. Ouais, donc, Ouais. ce film que tu as écrit pour les études sera le point de départ dans le long métrage que toi, tu vas réaliser toi-même. Et, A priori, ouais. et ça serait ton prochain projet? Bah là, Ou enfin, est-ce que tu vas faire d'autres courts-métrages d'abord ou... bah, je pense que ça, tout va dépendre de la capacité qu'on a à aller au bout de l'écriture et à financer le film. C'est sûr que si c'est plus compliqué, si c'est compliqué, si ça traîne un peu, c'est vrai que j'aurais peut-être envie de repasser par un court métrage avant. Bien sûr, ça Enfin, peut, c'est ça, les longs métrages, on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre, quoi, que ce soit l'écriture, le financement. Ouais. bien sûr, financement, écriture, ça peut prendre beaucoup de C'est ça. temps. C'est ça. Euh, voilà, en revenant sur ton film, euh, je dirais d'abord que c'est rare qu'on voit dans un film un portrait si convaincant de ce qu'on peut appeler une culture de la musique de danse underground et cette, ce portrait si convaincant vient sans doute de tes soirées techno comme DJ et même le
tout le set du film que tu vas utiliser à partir des événements que toi-même t'organises pour la communauté de la culture de danse et en tant que DJ. Et j'ai vu aussi que tu es membre fondateur d'un groupe qui s'appelle Collective Possession. Euh, Est-ce que cette expérience était sans doute importante pour avoir réussi un portrait, comme je dis, si convaincant de ce monde? C'est vrai que moi, c'était un pari. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie d'expérimenter et que je pensais plus facile à faire d'abord dans une forme courte, c'est-à-dire tourner des scènes de fête pendant une vraie fête. Parce que c'est vrai que je suis toujours un peu déçue au cinéma quand je vois des scènes de fête. Et pour moi, ça ressemblait jamais à ce que moi je vivais quand je faisais des fêtes, Oui, quoi. c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible. Pourquoi ça marche pas, quoi. Et c'est aussi quelque chose que j'affectionne particulièrement, à savoir mélanger un peu le documentaire et la fiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, enfin, j'ai fait que 2 courts-métrages, hein, mais je sais que c'est quelque chose qui même dans l'écriture, qui me plaît, c'est d'être quand même assez réaliste. Et j'avais vraiment envie de voir si je pouvais tourner une fiction dans un décor naturel avec des gens qui sont pas des acteurs et qui sont pas des figurants, comme on peut le faire par exemple quand on met un comédien dans la rue sans avoir des figurants, mais que le comédien se retrouve au milieu des passants et au milieu de la vraie vie, comme on peut réussir à faire ça dans le métro, enfin dans plein d'endroits en fait. Je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça aussi dans une fête? Et c'est sûr que ce qui était enfin là où j'ai été très privilégiée, c'est que c'était une soirée que j'organisais, dans laquelle du coup j'avais marqué mes repères, dans laquelle je pouvais tout faire, à savoir quand la scène, il y a une scène où Dustin va au bar pour demander un verre. En fait, on a mis une comédienne derrière le bar, mais c'est un vrai bar avec des gens qui viennent commander de l'alcool et ou des verres et d'autres barman qui sont les barman de la soirée. Et du coup, pour la comédienne qui était elle-même barman, il y a eu quelque chose d'assez d'assez chouette, je crois. Enfin, elle me l'a dit, très immersif, parce que on l'a mis derrière le bar. Enfin, je l'ai mis derrière le bar 10 minutes avant le début de la scène. Elle a servi des verres aux clients. Et puis à un moment, un des clients c'était Dustin, quoi. Et et du coup, il y avait un truc comme ça qui a porté un peu toute l'équipe. Et quand on asseyait les comédiens autour de gens, enfin, je sais pas, c'est des il y a une scène où ils sont tous assis sur des palettes et où ensuite Dustin et son petit copain s'engueulent. Euh, et en fait, on a construit le banc palette juste avant de tourner parce qu'on s'est dit que c'était chouette par rapport aux axes aux prises de vue de se mettre à cet endroit-là. On a construit le banc palette et 5 minutes après, il y avait des gens de la fête, des clients quoi, qui sont venus s'asseoir dessus parce qu'ils étaient fatigués. Donc on est venu leur dire, excusez-nous, mais on va tourner, il va y avoir des comédiens qui vont être derrière vous, ça vous gêne pas? Ils nous ont dit, bah non, pas de problème, nous on est là. Et puis voilà quoi. Donc du coup, on a tourné, donc il y avait vraiment des gens derrière qui faisaient la fête, donc les comédiens étaient devant et jouaient. Et je pense que c'est ça on sent en fait, je pense à chaque endroit, que tout l'arrière-plan est réel et vraisemblable quoi. Oui, tout a l'air d'être vrai et pas fait pour le cinéma, comme tu as dit, comme si c'était aussi un documentaire. Disons que j'ai remarqué que le protagoniste, il s'appelle Dustin Mushowitz. Donc, il, a, il est très charismatique, avec une présence très forte dans le film. Euh, c'est lui-même, le personnage. Le nom, évidemment, c'est le même, mais même le personnage, c'est comme si c'était lui-même ou c'est un personnage de fiction qu'il a construit avec toi. Donc Dustin, du coup, c'est une amie à moi, qui est du coup une jeune femme transgenre, enfin une jeune personne transgenre. Parce que, en fait, c'est ça la différence entre le personnage de Dustin dans le film et le personnage de mon amie. Enfin, il y a plein de différences. Elle a pas ce caractère-là. Félix n'est pas son petit ami dans la vie. En fait, tous les personnages portent le nom des comédiens parce que ce sont mes amis et ils sont aussi amis entre eux. Et il y avait quelque chose de beaucoup plus facile de leur laisser leur prénom parce que même pendant les répétitions, on s'est rendu compte
qu'en fait c'était naturel, quoi. Et que si je leur demandais de se forcer à s'appeler par des prénoms qui n'étaient pas les leurs, alors qu'ils se connaissent, enfin, il y avait un truc qui était beaucoup trop compliqué et qui cassait du naturel. Et surtout parce que c'est pas tous des comédiens, quoi. Félix est comédien, c'est son métier. Raya et Dustin avaient eu quelques expériences, mais Erwan n'avait jamais joué. Erwan non plus. Et du coup, il y avait une sorte de... C'était mieux, quoi. C'était plus naturel. Et donc, du coup, Dustin, elle joue dans le film une jeune femme trans. Elle-même est une personne trans non-binaire, mais c'est pas une jeune femme trans. C'est pas son petit ami Félix. Elle en est pas forcément au même endroit dans sa vie. Enfin, tout était fiction, mais avec toujours. Je me suis inspirée de choses qu'on a vécues ensemble, d'histoires qu'elle m'a racontées, de choses aussi qu'elle m'a dit sur la difficulté qu'elle pouvait avoir à être une personne trans au quotidien. Du coup, c'est des expériences qu'elle a vécues, qu'elle connaît ou dans lesquelles elle se projette très bien. Mais c'est un portrait de Dustin, le personnage, c'est pas un portrait de Dustin Mujvitz. Sinon, j'aurais pas fait ce film-là. et, euh, et je pense qu'elle aurait pas réagi de la même façon. Dustin est beaucoup plus forte, j'ai envie de dire, dans la vie que le personnage. Et ça dépend en même temps. C'est pas extrêmement juste de dire ça. Je me suis aussi rappelé que même la situation que tu as créée à partir de la réalité, peut-être aussi dans nos jours, c'est devenu une fiction, non? Des masses de gens en train de danser du techno, c'est difficile de voir aujourd'hui en dehors du cinéma aussi, avec C'est cette ça, pandémie. Ouais, complètement. Et donc, cette activité, c'est un peu fini dans ces mois pour toi, comme DJ et comme organisatrice de ce genre d'événement, ou est-ce que ça peut continuer d'une certaine façon? Bah, il y a eu à Paris quelques soirées complètement en open air, complètement pas autorisées, mais nécessaires, je pense. Donc Ouais. j'en ai fait quelques-unes cet été. J'ai mixé aussi à. En fait, enfin, là, ce qui est hyper étrange, c'est que les différents pays n'ont pas les mêmes législations Ouais, et les c'est mêmes vrai. restrictions par rapport à Covid. Donc, il y a des événements qui ont lieu, ils sont très minoritaires par rapport. En fait, il faut dire qu'avant avant Covid, avant le confinement, il y avait une espèce d'essor énorme des événements techno dans toute l'Europe. Et c'était vraiment quelque chose qui avait le vent en poupe, quoi. Et je parle des événements techno, même underground et en warehouse, pas forcément dans des clubs. Et c'est vrai que Covid a un peu anéanti ça. Et je pense que c'est aussi finalement quelque chose qui plaît pas mal aux autorités et au gouvernement. Et Mm. qui font que finalement, c'est un peu la dernière roue du carrosse et que personne s'en occupe. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir une autre activité, mais pour tous les gens qui vivent de ça, c'est très compliqué parce que ça fait 6 mois qu'il se passe pas grand-chose, que les organisateurs de soirées peuvent pas travailler, que les DJ peuvent pas travailler, et tout le monde est un peu en train de se demander quand est-ce que ça va pouvoir reprendre. Et c'est vrai que on se rend compte vraiment là pendant cette crise sanitaire que le monde de la nuit et du clubbing, c'est vraiment la dernière chose qui intéresse les gens, quoi. Enfin, je Mm. parle des gouvernements. Il n'y a pas Ouais. de. Ça tombe bien pour Bah, c'est ça, ouais, je pense, aussi. ouais. Je trouve Ouais. ils en profitent un peu pour essayer de faire en sorte que ça disparaisse, je crois. Mhm. Voilà. Euh, Autre chose que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que, à part cette euphorie qui est visible notamment dans ce genre d'événements et de fêtes, il y a à la fin euh, une certaine dérive émotionnelle qui passe à une autre chose et que devient, je dirais, assez mélancolique. C'est ça que tu as essayé et tu as aussi inspiré de faits réels. Est-ce que ça existe, cette espèce de mélancolie dans les heures qui suivent à la soirée? Bah oui, oui, c'est complètement ça. C'est vraiment passer de espèce d'hystérie collective où on est un groupe, on se sent fort.
Puis c'est un moment d'ivresse aussi, quoi. Enfin, en plus d'ivresse et de drogue dans ces soirées-là. Il y a une sorte de liesse un peu où il y a un groupe, on se sent très entouré. Et en fait, plus ça avance et plus la nuit s'étire et plus on arrive jusqu'au matin. Et je pense que c'est ça qui est enfin, que moi je trouve beau dans ce genre de fête, c'est qu'on voit très bien comment les gens qui participent essayent de repousser la limite de la nuit, quoi. C'est-à-dire il fait jour, mais on fait comme si c'était encore la nuit. On essaye de repousser la fête le plus loin possible pour pas retourner dans une vie diurne qui ne ressemble pas forcément. Et c'est le cas des personnages de Dustin. Je pense que c'est le cas de 99% des gens qui viennent dans ce genre de soirée. Il y a quelque chose d'un besoin absolu et presque nécessaire de trouver une autre réponse, de trouver une proposition différente de ce qu'on nous propose pendant la journée. Et c'est vrai que il y a un passage très concret on est 5000, puis plus la nuit avance, on devient 2000, 3000, enfin, 3000, 2000, 1000, puis après on est 5 Après dans la ça, rue. Voilà, puis après on est tout seul. Et on est tout seul avec la fin de la soirée, on est tout seul avec sa fatigue, on est tout seul avec ses souvenirs, on est tout seul aussi potentiellement avec sa tristesse et même avec sa descente, parce que ce soit avec de l'alcool ou avec de la drogue, il y a aussi un moment où on était heureux, on était bien parce qu'il y avait un produit aussi qui nous permettait de l'être. Puis d'un coup, il n'y a plus rien et on se reprend de plein fouet la, la vie, notre vie quotidienne, quoi. Et c'est vrai qu'avec Dustin, il y avait aussi l'idée que c'est un personnage qui se pose plus de questions identitaires, c'est-à-dire qu'elle sait où elle est bien là où elle est. Et peut-être que c'est sa rencontre. Moi, je pense que c'est sa façon d'avoir été à la nuit, c'est sa rencontre avec la nuit qui lui a permis aussi de se trouver qui elle était. Et là, elle arrive à un moment où il faut affronter le monde extérieur la journée avec cette personnalité-là et cette personne qu'elle est fière d'être, quoi. Et pour moi, je trouve ça intéressant de réussir à raconter ça sur un temps unique d'une fête et un after, quoi, une matinée. Et de voir comment est-ce qu'on peut passer d'être encore dans un cocon et un endroit où on pense que c'est là qu'on est fort, quoi. Puis se prendre plusieurs événements dans la tête qui font que on pense que ça va s'écrouler et retrouver finalement la force d'être qui on est dans la rue sans artifice, en fait, finalement. aussi là, il y a ça vient de ce côté presque documental, comme d'ailleurs tu as dit, dans la façon dont tu montres toutes ces réalités. Et même, c'est rare je crois, de pouvoir voir dans le cinéma d'une façon si précise et réaliste le monde euh, transgendre LGBT comme tu as fait dans le film. C'est aussi, disons, une façon très réaliste que, je sais pas, j'ai l'impression que normalement le cinéma de fiction, toutes ces réalités deviennent pas si justes et si euh, oui, il y a parfois quelque chose de faux Mm. euh, et je crois que tu as réussi à éviter tout ça et pour créer quelque chose qui correspond vraiment euh, à des réalités et je trouve que ça c'est très réussi. C'était dès le début quelque chose que tu voulais faire. Euh, Tu voulais éviter certains clichés ou pour que ça s'approche plus d'une chose vraie, quoi. Déjà, merci. Et oui, en fait, j'avais vraiment envie que le film ressemble à plusieurs nuits, enfin, aux nuits que moi je vivais, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression mais c'est pas forcément que dans le cinéma qui parle des personnes trans ou des milieux LGBT, mais en règle générale, il y a toujours une envie d'en rajouter.
c'est-à-dire de faire vivre des choses démesurément importantes et puis beaucoup dans un temps très court. Et là, en fait, c'est une nuit, donc c'est pas c'est pas il y a pas c'est assez court, quoi. Il y a peut-être 15 heures qui se passent entre le début et la fin du film. Et en 15 heures, ce serait mentir que de dire qu'il peut nous arriver un milliard de choses constitutives, quoi. Et donc je me suis dit, en fait, c'est juste très simplement le moment où ce personnage se rend compte que son histoire d'amour est finie. Et sauf que c'est pas n'importe quel personnage, que c'est pas n'importe quelle histoire d'amour, que c'est pas à n'importe quel moment, et qu'elle rencontre pas et qu'il se passe pas n'importe quoi. Donc l'idée c'était vraiment d'être assez précis pour que tout ait l'air naturel et pas démesuré, et qu'en même temps le film réussisse à raconter assez de choses pour que il soit politique et de manière assez juste et sans et assez universelle pour que ça puisse toucher le plus de gens possible. Moi, j'avais vraiment envie qu'on s'identifie à Dustin et qu'on puisse que n'importe qui, même sans être une personne trans, euh, puisse se retrouver en elle et puisse avoir déjà vécu ça. Donc c'était vraiment choisir des micro-événements, mais assez précis pour que ça crée de l'attention quand même, et en même temps de l'émotion, et que ce soit réaliste et que ça n'ait pas l'air d'être c'est la soirée où il lui arriver 10 milliards de choses qui fait que du coup ça fait un film. Moi je voulais vraiment que ce soit, ça aurait pu se passer comme ça, quoi, dans la vie. J'avais une curiosité là pour y arriver dans le procès de tournage. Est-ce que tu pars avec tout très précisément, avec un plan très précis de tout au niveau de la mise en scène, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'espace pour l'improvisation, pour que les événements et les acteurs puissent influencer, disons, le déroulement du tournage? C'était très très écrit, il y avait un scénario très précis. Je savais à chaque fois qu'une scène devait raconter ça, et j'avais le point de départ, le point d'arrivée, et je savais surtout, enfin il y avait un scénario classique, quoi, avec des séquences 1, 2, 3, 4, voilà, je sais pas, il y en avait une vingtaine. Après, à l'intérieur de ces séquences, quand il y avait des dialogues surtout, j'ai laissé les comédiens se réapproprier le texte, c'est-à-dire que je savais qu'il fallait que ça commence comme ça et que ça finisse comme ça, mais au milieu, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient même commencer autrement, mais il fallait qu'il se passe différents événements que moi j'avais marqués comme étant importants, où j'estimais que si c'était plus dans la scène, du coup la scène servait à rien et faisait pas avancer le film, quoi. Et après, pour le découpage, la mise en scène et vraiment le cadre, ça dépendait des séquences. Il y a des séquences où c'était très précisément découpé, la plupart d'ailleurs. Et les scènes les plus bavardes, c'est là où le cadre était un peu plus libre, parce que j'avais vraiment pas envie de couper le naturel de la discussion, comme en plus je laissais improviser. Mais par exemple, pour tout ce qui passe dans la fête, tout était très très précis. C'est-à-dire que toutes les scènes qui faisaient avancer le récit étaient très précises, le découpage était très précis. Et par contre, ce qui s'est passé dans toute la fête, c'est que je les ai laissés beaucoup improviser en dehors des scènes écrites. C'est-à-dire qu'on avait la caméra et qu'on les suivait faire vraiment la fête, et on voyait ce que ça produisait. Mais sinon, tout le reste était très très contrôlé, quoi. Bon, pour je vais te demander une chose pour finir. C'est peut-être pas très facile, mais quelles sont tes références au cinéma en général pour arriver à faire des scénarios et faire des films? Est-ce que tu as des références très fortes comme spectatrice et comme... Bah, oui, je pense comme tout le monde. Enfin, je suis arrivée au cinéma par ma cinéphilie, donc il y a des films qui m'ont marquée. J'ai été beaucoup touchée par Gus Van Sant, Larry Clark, quand j'étais jeune. Oui, j'ai beaucoup pensé à ces deux, en fait. Oui. Et j'aime beaucoup Andrea Arnold aussi, qui en plus est une réalisatrice, donc forcément j'y vois un peu plus de filiation, de sororité, quoi. Et
voilà, j'aime bien les frères Safdie en ce moment, où j'ai été touchée aussi par Chantal Akerman. Enfin, voilà. Est-ce que non, je crois que notre conversation peut s'arrêter un peu là. C'est censé être des petites interviews et on est déjà un peu presque une demi-heure, je disais. Euh, pour finir, comme j'imagine que tu viens pas au festival et tu vas pas rencontrer le public aussi à cause de cette situation qu'on vit maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire d'autre à tes spectateurs qui auront la curiosité de voir cette interview? Bah non, j'espère que le film va leur plaire et les toucher, et que ça les fera peut-être changer de regard sur les communautés LGBT, sur les personnes trans, et sur les fêtes techno, que c'est pas que du boom boom, des drogués et des freaks. Ok, très bien. Merci beaucoup.